La radio de la communauté. Nous sommes aujourd'hui le dimanche au micro, Jean Lewis. Nous allons donc aussi bien sur YouTube que sur notre radio vous présenter un invité qui est de la France, donc de Paris, Monsieur Adrien Ouabaloukou. Alors, salut Monsieur Adrien. Salut du côté des USA et puis bonsoir pour les internautes de Paris et du Congo et du monde entier. Eh bien, voilà, nous allons donc aujourd'hui parler de vous-même et de votre parti, de l'actualité politique au pays. Dans un premier temps, je voudrais que vous nous parliez de vous-même et de la structure que vous dirigez. Ah bon, c'est toujours pas facile de parler de soi-même. C'est le dicton français qui dit que le moi est haïssable, mais puisque tu es le prêter au jeu. Je suis Adrien Ouabaloukou, le président de la Convention des démocrates indépendants, sous le sigle CDI. Et donc, nous sommes aujourd'hui du côté de l'opposition pour essayer un peu de redresser la situation de notre pays. Sinon, nous sommes des démocrates et vous verrez pendant l'émission que nous serons les plus objectifs pour essayer d'apporter, en tout cas, le bien-être qui manque à notre peuple congo. Alors, Monsieur Ouabaloukou. Et donc, pour... Allez-y. Oui, je vous écoute. Voilà, je voudrais que... Oui, je voulais dire que j'ai suivi le procès. Oui, nous allons donc commencer par cette actualité Oui, je vous écoute. sur le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, bien sûr. Voilà. Allô, est-ce que Voilà, effectivement, je voudrais commencer par ça et puis faire une projection de dire que oui, il y a le procès Mokoko et puis et après, il faudrait parler quand même du Congo. Alors, Et donc, parlons du procès Jean-Marie Michel Mokoko. Quelle est votre réaction là-dessus? Je suis très en colère. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas utile de reculer le temps. Vous êtes là-bas aux États-Unis, ça doit faire 14 heures et nous sommes ici à Paris 20 heures. Et puis je vais faire Il est 13 heures à Chicago. 13 heures. Donc, je vais me mettre à l'heure de Chicago. À Paris, il doit faire 20h15 par là. Et donc, comme le temps devient politique, je vais reculer aussi dans le temps. Et donc, j'ai écouté les plaidoiries. J'ai beaucoup apprécié Okoko Junior qui disait que finalement, dans cette affaire de la vidéo, il y avait 10 ans de prescription à la matière. Bon, ça, on vous parle d'un coup d'État avec 0 victime. Et moi, puisque le temps devient la politique, fait son entrée dans la politique, je vais reculer aussi dans le temps, parce que quand on parle des massacres en 1997, donc il n'y a pas de prescription à la matière. Nous avons quelques problèmes de son avec Monsieur Ouabaloukou. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Ce coup de fil. Alors, donc, je disais qu'il fallait que je recule dans le temps. Je vous parlerai plutôt d'un coup d'État le plus sanglant que notre pays a jamais connu en 1997, où Mokoko était quand même allié à Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Oui. Je ne pense pas que ce soit le général Mokoko qui aurait demandé, quand il y a eu cette pause pendant la guerre, d'ordonner de façon qu'on fasse le pillage et neutraliser, je dis bien, les poches de résistance de l'autre camp. Donc ce n'est pas Mokoko, ça c'est la vraie histoire. C'est ça reculer dans le temps. Vous m'entendez? Je vous écoute, allez-y. Le général Mokoko, simplement, on est sorti. Ce n'est pas un procès classique du droit commun, on est dans une affaire de règlement de compte. C'est-à-dire qu'il a commis le péché de ne plus être avec le chef, le général Mokoko. Donc il est puni par rapport à ça. Donc on n'est pas dans un procès classique de droit commun, on est dans un procès politique, simplement. Si le général Mokoko n'avait pas présenté sa candidature à la présidentielle, je pense qu'il aura encore les faveurs, sinon les bons offices de Denis Sassou Nguesso. Et notre pays, je pense, n'a pas besoin de cela. Il y a un déficit à tous les niveaux. Le pays n'est pas démocratique. Je vais donner un exemple. Vous avez cette barrière que Denis Sassou Nguesso a fixée pour être candidat à une élection locale. Il faut se munir quand même d'une somme importante
de 1 500 000 non remboursables au niveau du Trésor public. Et donc, il n'y a aucune représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont les copains et les Denis Sassou Nguesso qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc, les Congolais n'ont pas leurs droits civiques. Ils sont à moitié Congolais. Parce qu'ils sont candidats, ils ne peuvent pas se présenter à une élection politique dans leur pays. Donc, ça, déjà, au niveau démocratique, le pays n'est pas démocratique. Et puis, il y a une autre faute aussi. Le référendum n'a été que, finalement, Sassou Nguesso a été bloqué par notre constitution. Et donc, les Congolais attendaient calmement, dans le cadre d'une politique apaisée, qu'il était à la fin de son mandat, et puis que la succession du pays puisse se faire normalement. Il va anticiper les élections. Donc, pour prolonger son mandat, qui n'avait plus le droit. Et nous autres aussi, on s'est préparé pour être candidat à cette élection, mais dès qu'on a vu les choses partir dans cette direction, eh bien, il n'y avait plus de choix pour nous autres. Et Sassou Nguesso devait s'imposer par tous les moyens. Et donc, le référendum va se passer au Congo. C'est le premier incident majeur. Et donc, le Congolais, toute la partie du sud, on va dire, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas donné leur approbation à ce référendum. Donc, les gens, quand on dit qu'à peu près c'est 5% des Congolais qui ont voté le référendum, c'est autour d'Oyo, et puis les environnements d'Oyo. Donc, le vote, le référendum n'a pas vraiment eu le retentissement qu'on pouvait attendre. Et puis, comme M. Sassou a compris que c'était comme ça, il va forcer la main. Et donc, la constitution congolaise ne sera pas votée. C'est un matin, il se réveille comme ça, il prend encore notre neveu de la famille, M. Iloki, en train de promulguer la loi. Et donc, nous sommes dans un état illégal au Congo. Plus encore, on va pousser. Alors, on se retrouve au Congo, la presse est bloquée, donc on va parler des libertés individuelles et des libertés fondamentales dans un pays. Donc, il n'y a pas de possibilité que le Congrès s'exprime. On a vu quand même l'avenir du Congo, les jeunes étudiants réclamant leurs bons droits, ils se sont retrouvés dans les geôles du pouvoir. Et donc, nous avons un pays bloqué. Et pour le débloquer, eh bien, le chemin a été tracé par la première conférence nationale que nous allons corriger. C'est pour qu'on l'appelle, nous, la conférence nationale BIS. Donc, on va corriger ces travers-là. On va dérégler le système Sassou pour pouvoir le régler. Et donc... Voilà. Voilà, je rappelle que nous recevons à ce journal de la communauté, aujourd'hui le dimanche bien sûr, Monsieur Adrien Ouabaloku, qui est le président, je crois, du Cercle des démocrates indépendants, c'est ça? La Convention des démocrates indépendants. Voilà, la Convention des démocrates indépendants. Alors, je voudrais, dans un premier temps, que vous vous situiez sur cet échiquier politique de la France, notamment. D'où parlez-vous? Est-ce que vous avez un groupe dans lequel vous évoluez et quelles sont les positions que vous tenez? Nous n'avons pas ici, au niveau de l'Amérique du Nord, une vision nette d'abord de votre parti et de votre pensée. J'ai cru devoir afficher ou publier un spot sur vous qui vous présente comme prônant la moralisation de la vie politique, l'harmonie des ethnies, mais de vous-même, est-ce que vous pouvez circonscrire d'abord ce que vous faites maintenant au niveau du CDI et quelles sont vos réalisations actuelles? Avez-vous été avec les autres, comme les Mapingu, Malika et autres? Quel est votre positionnement au niveau de Paris? Mais nous sommes des démocrates dans la vie, puisque je vais peut-être passer par la comparaison. En France, vous avez la droite et la gauche, et puis on peut trouver le centre. Donc, nous faisons partie du centre. Vous allez voir, pendant l'intervention, on sera tenté de donner un coup ici, un coup par là. Ça s'appelle le redressement. Donc, nous sommes des centristes, c'est vrai. C'est difficile de gagner une élection au centre, mais nous sommes aujourd'hui au centre de la vie politique congolaise parce que nous disons ce qui va et ce qui ne va pas au Congo. Donc, nous sommes pragmatiques dans la politique. Voilà. Voilà, donc, voilà. En tant que... On peut discuter dans l'opposition? Oui, mais sinon, nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des démocrates parce que la situation est tellement difficile pour les Congolais. C'est pourquoi on s'est rangé du côté de l'opposition pour prêter vraiment main forte, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une opposition. Bon, on n'entend pas. Et on va dire qu'il y a une démission générale. Même l'Église a démissionné, tout le monde a démissionné. Et bien, c'est pourquoi
nous profitons en tout cas de votre antenne pour dire à tous les enfants du Congo que le moment est venu, en tout cas, pour enterrer la hache de la haine, que nous puissions nous asseoir et parler Congo. C'est vrai, le cas Moukoko s'est résolu par une conférence nationale bis. C'était un préalable de la conférence nationale bis. Et il sera en demandant la relaxe. Sinon, pas de conférence nationale bis. Il s'agit de mettre tous les enfants de la même famille de la République du Congo face à face, sans se regarder en ciel de faïence et de penser Congo. C'est comme ça qu'il faudrait faire la nouvelle politique. Donc, je viens avec, pour casser les codes qui existent, le copinage, on n'en veut plus, les Congolais souverainement. On parlera du pétrole congolais, on parlera des intérêts avec la France parce que je suis binational. Et vous allez remarquer que je défendrai avec beaucoup de ténacité des intérêts de la France et les intérêts du Congo. Je ne vois pas où serait la comparaison. Voilà, il y a donc dans votre vision l'idée d'une conférence nationale bis. Je voudrais bien m'appesantir là-dessus parce que quelques implications sur autant bien la vie politique intérieure au pays là-bas qu'ici en Occident. Alors, Monsieur Wabaluku, c'est un retour au passé que vous nous proposez. Vous comprenez que la première conférence qui a eu en 91, je crois, par là, a eu quelques difficultés, notamment dans l'application des actes qui ont été pris à cette conférence. Alors, est-ce que vous pensez, ça c'est le premier problème. Le deuxième, organiser une conférence bis, cela implique que vous irez sur place à Brazzaville l'organiser avec le régime en place. Quelles sont pour vous les garanties qui fassent que le régime en place puisse lâcher en quelque sorte du lest, j'allais dire, parce qu'en 91 déjà, le président Sassou, au départ, n'en voulait pas et il en a fait les frais, puisque après, il a eu quelques difficultés. Vous pensez qu'en 1900 ou en 2018, il voudra revenir sur ses erreurs du passé? De toutes les façons, puisque vous parlez de 91, nous sommes appelés, la vie est un éternel recommencement. En tout cas, je suis à l'opposé de ce que disait le président Sarkozy, que l'Africain est là à reprendre les mêmes choses depuis la nuit des temps. Mais je pense que la manière de venir dans ce monde si généreux, la Terre, ça passe par les êtres humains. Je n'ai pas vu quelque part on a fabriqué les êtres humains. Donc, la vie est un éternel recommencement. Eh bien, il y a une existence, c'est-à-dire la conférence nationale 10. Ça veut dire que le chemin est tracé. Nous n'avons pas vraiment vu d'inventer la roue ou la politique. C'est vrai qu'il y a eu des ratés. Quand on dit bis, c'est pour apporter quelques corrections politiques. Les actes n'ont pas été suivis des faits. Mais je pense que ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui se proclame, en tout cas, l'apôtre du dialogue. Tous les ans, vous avez cette municipalisation du dialogue, mais les vrais dialogues ont eu. Ça n'a pas commencé avec Denis Sassou Nguesso, c'était à l'époque du président Mariam Wadi. En 1992, on parlait déjà de la conférence nationale des entreprises. Donc, il y a déjà, le dialogue a toujours existé au Congo. Et en 1991, avec les syndicalistes, les Bernard Fekolela, les Temberombili, ils ont investi en tout cas les chancelleries qui existaient au Congo pour imposer cette conférence nationale. Il faut se dire que le Congo n'est pas isolé. Nous sommes à la place du monde. Et la gouvernance du monde nous regarde. Donc, il y aura aussi du côté de la gouvernance du monde, la communauté internationale des États, de régler cette affaire parce que nous ne pouvons pas continuer à être les parents pauvres de la communauté internationale. On peut remarquer certaines aberrations. Pendant que le poudre brûle, eh bien, il y a un détachement des militaires congolais pour aller mourir pour un pays frère en Centrafrique. Je pense que là, ça m'échappe. Alors, monsieur Wabaluku, ça c'est ce que vous proposez, mais quelles sont les garanties que vous avez et qui démontrent que le gouvernement est disposé à accepter vos propositions? Avez-vous déjà fait des clins d'œil à ceux qui dirigent à ce jour? Concrètement, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre méthodologie? La méthode, c'est-à-dire que s'il n'y a pas moyen, parce que Brazzaville est quand même devenu la place Tiananmen, on ne sera pas de chair à canon. On a dit que la conférence nationale peut se tenir en dehors de ça. Puisque nous sommes dans le juridique, on peut bien dépayser un procès. Si ça pose un problème, on peut le déplacer. Et donc,
La conférence nationale se tiendra si nous avons la garantie des Nations Unies et que nous ne servons pas de chair à canon, parce que M. Sassou, Denis Sassou Nguesso ne se gêne pas. La preuve, il a pris un de ses concurrents à l'élection présidentielle qui a fini dans la maison d'arrêt. Nous sommes quand même l'élite du Congo. On ne peut pas servir de chair à canon sans garantie. Nous ne pourrons pas venir. Mais vous avez ces parades-là tous les jours. Vous connaissez l'épouse, puisque vous êtes congolais, de la dame du Trésor public en train de faire des parades toute la journée militaire à décider pour aller déposer un cahier comptable de son mari. Et bien, cela contre l'argent. Il y a le train de la vie et le train du vie de l'État qu'on va réunir aussi. Donc, finalement, la paix n'a pas de prix. Nous avons le pétrole, on peut continuer à couler, même pendant la guerre, il a coulé. Et donc, on ira chercher l'argent s'il faut hypothéquer quelques barils de pétrole pour que les Congolais aient une belle vie. En tout cas, le jeu montrera la chandelle. Et donc, le pétrole, ça devient tabou. Non, ça peut être tabou parce que je me rappelle, en 1997, j'ai dit quand même d'un ministre en fonction, M. Charles Jocelyn, qui avait dit clairement que le pétrole ne pouvait pas servir qu'on massacre les gens. Il parlait des Katambala. Il ne pouvait pas être et les cantons dans un pays, donc le pétrole étant populaire, il n'y avait aucune raison. Ça, c'est Jocelyn, je le cite, le ministre Jocelyn. À l'époque, Charles Jocelyn, oui, à l'époque de Jocelyn, il avait bien dit, en haute voix, que le pétrole congolais ne pouvait pas justifier les massacres au Congo. Il est en haute mer. Et donc, nous avons, moi-même, j'ai été reçu par les dirigeants de Total Fina à la tour à Paris et qu'il fallait revoir en tout cas les relations pétrolières, sinon le développement avec le Congo, ça ne pouvait que se passer avec la mer. Donc, voilà. J'étais reçu à Total Fina, permettez, par le directeur Afrique, M. Claude Louis. Voilà. Oui, tout ça, c'est bien pour déjà baliser le terrain. J'ai une question de curiosité. Cette idée de conférence nationale bis fait-elle bonne presse dans les milieux parisiens ou, j'allais dire, de la diaspora? Parce que la question, voilà, je voulais justifier ma réaction. Vous avez, au niveau de cette diaspora, un autre concept qui circule à ce jour, et vous le savez autant que moi, c'est le concept de conférence internationale. La conférence internationale, croit-on là-bas, chez vous, donc en France là-bas, pourrait éventuellement avoir un caractère beaucoup plus contraignant et à la limite coercitif pour le pouvoir. Pensez-vous que la conférence BIS, nationale BIS, quoique je n'ai pas fini, la conférence BIS, quoique organisée à l'extérieur, aura la même portée que la conférence internationale? Et naturellement, puisqu'il y a un précédent, c'est une jurisprudence à la matière. Elle a fonctionné en 1991 sans effusion des sons. Eh bien, je pense que BIS et répétiteur, on peut reprendre en tout cas la même procédure et puis aboutir à cette conférence nationale BIS pour redresser en tout cas le Congo. J'en ai discuté en tout cas avec ceux qui parlent la conférence internationale. Mais pas plus que hier, j'ai discuté avec le ministre Maleka, j'ai discuté avec M. Kalia, j'ai discuté avec M. Jean-Noël, j'ai discuté avec M. Richard Anthony que vous avez reçu. Donc, jusqu'à présent, un projet, il faut le porter à la place du monde. C'est là où on peut juger d'un projet. Et donc, moi-même, je suis partant, en tout cas. Il s'agira aujourd'hui au Congo de faire peu de pouvoir. Et donc, je suis aussi partisan, je vais participer au niveau de la conférence internationale. Pour le moment, la conférence qui semble être avancée, parce que j'ai discuté avec, j'étais prête à jeter l'éponge avec nos amis, de nous incliner, de laisser la conférence internationale. Mais lorsque vous écoutez l'un des meilleurs, en tout cas, juristes du moment, en tout cas, il n'est pas encore mort, Aloïse qui nous a dit, une saisine par un individu, ça peut être une usine à gaz, ça va être compliqué. Alors, pourquoi ne pas faire simple? Il y a une conférence qui a déjà existé, on l'appelle BIS, qui peut se tenir à l'étranger, et bien, ce qui sera soumis en tout cas. En tout cas, il y a des bons retours. Hein. J'ai des retours du Congo. Oui, c'est très bien. Alors, au niveau de cette, j'insiste sur ce point qui me paraît
essentiel. Sur la question de la conférence nationale BIS, M. Wabaloku, quelles sont les mesures d'accompagnement qui rassurent, c'est-à-dire qui permettent de dire que les décisions de cette conférence, une fois arrêtées, seront appliquées effectivement? La question se justifie par le fait que les actes de la conférence nationale souveraine de 91 n'ont jamais été appliqués à 100%. Vous savez, donc des actes qui pourrissent dans les tiroirs. Alors, ne pensez-vous pas que l'idée de conférence internationale qui devrait partir des Nations Unies, donc de grands décideurs de ces organisations-là, pourrait éventuellement être la meilleure dans la mesure où ce sont ces Nations Unies qui vont permettre l'accompagnement des mesures une fois arrêtées? Est-ce que vous ne sentez pas, à travers l'idée de conférence nationale, quelques failles, quelques difficultés déjà à l'origine du point de vue de la démarche ou de l'applicabilité des conclusions? Vous savez que je suis un scientifique, quelque part. Je pense que les méthodes sont multiples. Hein. Il y a plusieurs méthodes dans la vie, l'addition, la soustraction, mais la procédure est unique. Moi, je pense que, en regardant les schémas critiques de la politique congolaise, le plus court serait, il y a moins de contraintes, la conférence nationale BIS. Pourquoi? Nous n'aurons pas besoin de chercher un médiateur, qui peut être une affaire pas facile à faire, réunir des fonds privés, alors que la conférence nationale, elle est facile à mettre en place. Il y a une édition qui existe, et puis on ira. Il n'y a même pas la privatiser, elle sera nationale BIS, et qui va chercher les ressources pour organiser cette conférence nationale dans le budget de l'État. J'ai du mal à vous suivre. Vous parlez des ressources, vous parlez du financement. Allô? Le financement, on va hypothéquer quelques barils de pétrole pour que les Congolais aient une vie meilleure. Donc, il n'y aura pas de privatisation de cette conférence nationale. En tout cas, déplacer 300 conférenciers pour des biens de tous les Congolais, ce n'est pas un gouffre financier. Là, on investit dans la vie, dans une démocratie. Donc, très financement. Alors, vous pensez que c'est le gouvernement actuel qui va donc financer cette conférence et non des personnes de bonne foi ou des organisations indépendantes? Oui, on n'a pas à attendre des financements extérieurs parce que ça ne viendra pas. Vous avez la guerre du pool. Depuis que l'ONU est en train de collecter des fonds, moi, je n'ai pas vu venir les choses. Donc, il faut être pragmatique. Donc, c'est un État par défaut. Eh bien, il y a une continuité juridiquement au niveau de l'État. Et donc, on ira chercher dans les ressources de l'État. Il y a juste une ligne budgétaire à mettre au ministère des Finances par défaut et puis démarrer cette conférence nationale qui est attendue par tout un peuple aujourd'hui écrasé. Alors, cette idée, à mon avis, paraît être, ou bien je constate qu'elle est une porte de sortie, peut-être pour ceux qui dirigent maintenant. Est-ce que vous avez essayé de contacter quelques décideurs là-bas? Vous avez fait des clins d'œil. Comment circule cette idée? Est-ce qu'on vous connaît là-bas? Est-ce qu'on sait que vous êtes en train de proposer quelque chose qui les amènerait justement à quitter pacifiquement le pouvoir? Le président de la CED a du mal à dormir parce que je suis tout le temps, en tout cas, interpellé par les gens qui sont au Congo et peu partout dans le monde. Ils veulent cette conférence nationale pour mettre les choses à plat et puis pour, en tout cas, parler du développement économique et social de notre pays parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le FMI qui n'attend que ça parce qu'ils exigent pour aider notre pays la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance, ça veut dire démocratie. Le Congo n'est pas démocratique parce que les gens n'ont pas leurs droits. Vous imaginez un peu, lorsqu'il y a eu FESPAM, les Congolais n'ont que des droits à moitié. On a fait venir les gens de l'école qu'on appelle les pygmées. Vous savez où ils ont été logés? Au parc géologique. Pendant que tout le monde, ça fêtoyait partout. On prend quand même des Congolais qui sont des pygmées, on va les loger à proximité, on va dire dans les environs du parc géologique, et puis les autres danser, on peut faire venir tout le monde, et puis profiter de la main. Vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Pardon? Avez-vous les preuves de ce que vous affirmez? On a installé des chapiteaux dans les environs du parc géologique.
C'est là où étaient logés les pygmées de la Dikola. C'est une vérité de la planète. Si vous êtes Congolais, vous devez être au courant de cela. Et donc, les Congolais, il faut qu'ils retrouvent leurs droits civiques à 100%. Déjà là, au niveau, ils sont électeurs, ils peuvent être candidats parce qu'on a mis la barrière financière. Et donc, c'est Sassou et ses amis qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Donc, le pays n'est pas démocratique. Donc, il faut, c'est une, en tout cas, exigence des Nations Unies, en tout cas, et ces institutions de Bretton Woods, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Mais vous avez le Congo qui n'est pas géré, c'est en roue libre. Lorsqu'on installe des neveux et des Congos, vous êtes sûr qu'on peut faire le bilan Congo? On peut contrôler la gestion de l'État? Un petit pays avec 40 ministères. Vous trouvez que c'est normal? Donc, on sait où aller rattraper ça. Il y a juste à suivre un peu ce que disait le Fonds monétaire international. Ils ont raison de venir dans notre pays, d'essayer de faire repartir l'économie congolaise. Nous, nous avons un projet de développement économique et social. Ils viennent ajuster l'économie. Et nous, à côté, les Congolais n'ont rien. La dernière réunion, vous avez vu, du ministre français, monsieur, comment vous l'appelez, monsieur le maire. Quand on quitte quand même la France pour n'aller que parler du papier, c'est-à-dire de l'économie-monnaie, je vous renvoie un peu ce qu'on a vu à Kinshasa, la Banque centrale qui n'était que là à pratiquer les monnaies, la monnaie toute la journée, alors que c'est ce qu'on peut dire empiriquement, c'est aussi facile que ça. On ne peut pas avoir une monnaie solide si l'économie ne va pas. Donc, il n'y a rien, on ne produit rien au Congo. Et je n'ai pas trouvé l'intérêt de cette réunion. Il faut maintenant qu'on parle du développement économique. Et puis, on pourra parler de la main. Alors, vous êtes un économiste, monsieur Wabaluku. Je rappelle que vous êtes économiste de profession, enseignant de l'université. Alors, monsieur Wabaluku, parlons du passage du FMI, effectivement. Pensez-vous que la conférence nationale BIS serait un moyen, un clin d'œil au FMI? Mais bien sûr, parce que le FMI ne fait que le balai, ils n'arrivent même pas à savoir ce qui était au niveau de la dette souveraine. Quand on parle de dette souveraine, vous avez la dette extérieure mélangée à la dette intérieure. On ne sait pas ce qui se passe au Congo. La dette intérieure est inconnue. Donc, puisqu'on parle de la dette souveraine, il faut que le pays soit démocratique. Et pour avoir cette aide financière, il faut que le pays soit démocratique. Il faudrait de la transparence dans l'économie, dans pas mal de choses. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans cette situation des balais entre le Fonds monétaire international et la dernière expérience avec le procès de Mobutu, ce qui fait compliquer la situation des banques. Donc, nous voulons bâtir Congo. Vous connaissez le majestueux fleuve Congo. Vous avez combien de pêcheurs? Et oui, que 4 pêcheurs au Congo. Moi, j'ai séjourné quand j'étais dans la Fédération française. Je n'ai trouvé que 4 pêcheurs dans le fleuve Congo. Et même Denis Sassou Nguesso dit que voilà, les poissons, en tout cas, mourraient de vieillesse. Mais il n'en donne pas d'exemple. Quand on installe les neveux, les copains à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous voulez que ça s'appelle et oui, au Congo, oui. les Bongolais toujours meilleurs. On est toujours dans cette dynamique. Les Bongolais toujours meilleurs. Oui, mais monsieur Wabaluku, s'agissant du général Moukoko et des autres dont on parle, pensez-vous qu'il y aura une clémence de la part de ce gouvernement pour les libérer? Mais il n'y a pas de clémence à demander. La conférence nationale est là pour mettre les choses en endroit, les pendules à l'heure. Donc, vous pensez qu'il faut d'abord, je voudrais être sûr sur votre démarche, vous pensez qu'il faut d'abord organiser cette conférence et qu'elle décide de la libération des prisonniers? Non, c'est avant. Ou le contraire? C'est un préalable de la conférence nationale. Il ne peut pas y avoir de conférence nationale avec les prisonniers politiques. Ce n'est pas possible. Le chemin a été tracé par l'autre conférence nationale. De toute façon, c'est un préalable pour faire la conférence nationale. Donc, c'est ce qui donne l'espoir aux Congolais et de la libération, en tout cas, du général Jean-Marie Moukoko. Je l'ai bien dit que c'était un procès politique. Du moment où il avait décidé de revenir dans le jeu politique, c'est présenté à l'USC Projecteur, c'est là a commencé ce souci. Dans quelle mesure, monsieur Wabaluku, vous pensez que ce gouvernement va se plier à vos exigences? Concrètement. Ah bon? Je Concrètement? disais, oui. Mais vous n'allez pas me dire que c'est celui qui commande le monde entier. Vous n'allez pas me dire ça.
Alors, où se trouve M. Laurent Gbagbo? Si ceci, ce n'était que ça. Il y a quand même une gouvernance au monde, non? Vous le savez très bien. Et donc, Oui. la conférence nationale, nous sommes partis sur 3 hypothèses de travail. Hein. Il y avait le soulèvement populaire, nous avons mis ça sur la table, et nous, qui sommes les démocrates, nous voulons faire des économies en vue humaine, et c'est pourquoi nous proposons la conférence nationale. Sinon, aussi la loi de la force, c'est pas exclu. Ça fait partie, en tout cas, des scénarios possibles pour remettre un peu de l'ordre au Congo. Parce que dans la théorie du chaos, il y a aussi de l'ordre. Voilà. Je rappelle que nous recevons à ce micro du journal de la communauté, nous sommes le dimanche, journal de Jean Lewis, monsieur Adrien Wabaluku, donc de la diaspora de France. Monsieur Wabaluku, j'ai regardé votre profil que vous êtes partisan de l'harmonie des cultures, du brassage. Vous êtes un enfant du plateau, vous avez donc vécu pendant longtemps. Et j'espère que ceux qui vous écoutent à travers notre chaîne YouTube sont très heureux de vous voir ce dimanche. Parlez-nous, alors nous avons constaté depuis quelque temps sur Internet qu'il y a un foisonnement de publications et qui incite dans une certaine mesure à la haine, et vous vous situez aux antipodes de cette démarche, comme le feraient d'autres Congolais. Alors, quelle est votre démarche pour essayer de ramener tous ceux qui prônent la division ou l'individualisme ethnique, passez-moi l'expression, peut-être galvaudé, quel conseil avez-vous pour cela? Comment pensez-vous, dans une certaine mesure, que nous pourrons refaire justement cette harmonie qui a toujours existé au plateau des 15 ans? Bon, partons l'exemple du plateau des 15 ans. Nous avons toujours eu ce brassage-là depuis le temps. On pouvait voir un Téké avec un Larry Congo, un BMB, ainsi de suite, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, partons du modèle du plateau de 15 ans. Hein, c'est là où regorge, on va dire, toute petite, en tout cas du Congo. Donc, nous n'avons pas eu ce problème de tribalisme. Et maintenant, la faute à qui pour le tribalisme dans notre pays? Il y a une mauvaise gestion au Congo. Je pense que pour qu'il n'y ait pas ce tribalisme récurrent tout le temps, parce que le pays n'a pas été développé jusque-là économiquement, il faut construire des routes. Parce que la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Sinon, vous avez le petit Bapondo qui va rester à Boko, qui n'arrivera même pas à Ifondo, et c'est ça qui crée aussi ce tribalisme. Donc, le pays n'a pas été bâti, hein, on n'a pas mis d'argent pour développer le Congo, des routes, pour chasser un peu ce vieux démon du tribalisme. Et puis, la conférence nationale viendra, puisqu'elle a dit que la première a raté, celle-là, elle vient ajuster, hein, corriger ce qui n'a pas été fait, puisqu'il y a aussi un problème de gestion du pouvoir à la présidence de la République, c'est ça votre problème. Eh bien, nous allons organiser une présidence tournante, de façon de couper un peu les appétits hein, de ces tribalistes voyous hein, qui pensent que c'est bien de faire couler le sang des autres pour. Là, je pense à Madame Beauvoir, voilà, l'épouse de. Voilà, Madame Beauvoir qui disait c'est bien. Simone Beauvoir, voilà, j'ai cherché le nom, c'est très facile de faire couler les autres. Donc, si le pays est construit, en construit des routes, ça va permettre ce passage. Donc, ça passe par l'économie. Alors, vous pensez que l'idée de présidente tournante serait la solution à ce problème? Est-ce que vous ne pensez pas que, quoi qu'elle soit tournante, que ces leaders, puisque nous parlons des leaders ici, à proprement parler, M. Wabaluku, vous devez constater comme moi que les populations comme telles, ces ethnies n'ont aucun problème à vivre ensemble, mais vous ne voyez pas que ces ethnies sont utilisées, instrumentalisées, et que, ne serait-ce que pour 6 ou 7 mois, si j'ai le pouvoir, j'ai cette capacité à renforcer cette instrumentalisation, à utiliser l'ethnie de sorte que ça va toujours être difficile. Ne voyez-vous pas que l'acceptation d'un leader au niveau national qui fasse la synthèse de toutes les ethnies serait la meilleure façon de faire l'unité nationale? Vous savez qu'au niveau de la géographie, ce qu'on appelle la démographie, elle est plus du côté du sud. Vous avez toute la population concentrée dans le sud. Et puis tout au nord, vous avez des vastes terrains moins habités par les populations, ce qui fait même, quand on a fait le découpage pour des élections politiques, c'est pondéré par des étendues. Vous avez quand même des zones de traversée tout le nord, vous n'avez personne.
Alors qu'une élection politique, ce sont des individus. Un homme, une voix, et ainsi. Donc, il faudrait qu'on repense le Congo autrement. La capitale est très au sud, la capitale économique aussi, donc l'autre sud de l'autre côté. Il faudrait qu'on fasse des grands pôles pour éviter ces appétits tribalistes, conseils de route. Parce que pour moi, quand je vois celui qui a été pénal, il est plus centrafricain que le Congolais. Alors comment faire? Comment faire? Donc il faut développer le Congo, ne pas laisser tout dans le sud comme ça, et un bon plan de décentralisation du pays. Et c'est pourquoi je disais que même les minorités doivent exercer la présidence de la République. On a vu le modèle européen. On a vu les petits pays, le Portugal, qui ne sont pas au niveau de la France, exercer la présidence de la République. C'est ça qui tue notre pays. C'est le pouvoir. Donc, il faut corriger ça, et pour que aussi celui qui est au nord là-bas, démographiquement, il est réduit, parce qu'il ne pensera pas par des coups d'État. Qu'est-ce que vous voulez attendre de nos frères qui sont au nord là-bas? Et si on ne fait pas cette présence tournante, eh bien, ils viendront par les arbres et puis le pouvoir. Ils n'auront pas tort. Pour qu'ils auraient tort. Donc, il faut casser cette façon. Alors, que répondez-vous? Nous allons donc, dans quelques minutes, terminer cet entretien, M. Babaloko. Que répondez-vous à M. Baudry Anthony du mouvement congolais pour je crois, la libération du Congo, qui croit qu'il faut, pour régler ce problème, dissoudre ce qu'il appelle lui-même les chapelles ethniques, donc les partis politiques existants? Bon, je le connais personnellement, c'est un frère, et puis on habite à quelques minutes ici. Ah, je n'ai pas envie de rentrer dans ce qu'il avance. Je suis dans un débat sérieux. Nous voulons construire le pays autrement, et donc je ne rentre pas dans ce genre de hypothèses. J'ai bien dit que au niveau démographique, la partie du Nord, il n'y a pas assez d'habitants. Il faut faire de sorte que nous puissions tourner cette présidence, c'est ça qui tue notre pays. Et comme ça, des gens comme Sassou, Richard, ils n'auront plus d'arguments. Il y a juste à comprendre ça. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que quelqu'un au monde peut dire qu'il choisit ses parents? On ne choisit que ses amis. Donc, si je suis embauché, ce n'est pas de ma faute. Eh bien, c'est un héritage biologique, on l'accepte comme tel. Mais non, la politique ne doit pas servir de chair à canon aux gens. Je pense qu'on peut faire la politique autrement. La politique, c'est de vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Notre carte d'identité, c'est la peau. Nous sommes tous apparemment partout et je ne comprends pas pourquoi il y a tout le temps des velléités. Donc, M. Sassou, on venait de me balancer en tout cas une vidéo sur le président Obama. Lorsqu'on a fini son mandat, ce n'est pas la peine. On n'est pas dans un ordre, les données sont utilisées inutilement au pays. Je suis en train d'apprendre que qui va être président sur quelle base. Il ne serait pas plus congolais que les autres. Donc, il faut remettre la balle au centre. On a Bananosa Congo, Bayokana, Bitumba et Amboka. Vous comprenez? Nous sommes les enfants de la Congo. Avant de venir, pour que le Congo, c'est comme ça que nous avons vu. Il faut qu'on travaille parce que la guerre, ça détruit notre pays. Voilà le projet que nous avons. Nous voulons bâtir ce pays-là. Vous avez des gens qui n'ont même pas, puisque M. Okoko Junior nous parlait du fonds symbolique. Vous savez ce qui m'est résonné quand on recule un peu le temps. J'ai pensé à Bilinganga et puis les Samba de Kopi, ces gens qu'on a sacrifiés comme ça. Et puis quand on arrive à la conférence nationale, on vous dit que les assassins de Marion Gabi courent encore. Donc je ne veux pas qu'il y ait cette même erreur pour le général Mokoko, qui ne s'est jamais trompé même dans la vie. Celui qui n'a jamais commis de péché, qui lève le doigt. Je demande à Sassou Nguesso de lever son doigt s'ils n'ont pas marché sur les cadavres. Donc, Tofanda, Tobeta Masolo, voilà, c'est tout ce que je demande. Ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, on va conclure, monsieur. Nous avons quelques difficultés techniques au cours de ce journal de la communauté. Toutes nos excuses pour la simple raison que cette émission est aussi bien. Bien compris ce que j'ai dit. Le message que j'ai envoyé à M. Denis Sassou Nguesso est qu'il lève son doigt, que le monde entier regarde, qu'il n'a jamais fait des fautes, et bien en ce moment, qu'il continue à avoir le pouvoir. Je vais encore donner des précisions. L'Église catholique s'en mêle maintenant aujourd'hui. Moi, je vais demander ce qu'on appelle pays mort. C'est-à-dire, on ne doit pas aller chercher Sassou, puisqu'il veut prendre tout le pays. D'accord, le point. Samedi et dimanche, pas d'église. Pour le moment, l'Église essaie de revenir en retard dans le combat politique.
Ils restent chez eux. Ils font des provisions. Ils restent chez eux. Parce que moi, je n'aime pas la brutalité. Ils vont rester chez eux. Samedi et dimanche, personne ne sort. On laissera le pays à Sassou et ses amis. Vous allez voir qu'ils vont avoir peur. Alors, revenons sur votre diaspora, notamment celle de la France, et ce sera la conclusion de cette émission. Le problème, vous en parlez, le problème de la moralisation de la vie politique. Alors, l'image que vous utilisez, celle de la marchandise, vous vous rappelez, l'habillage notamment. Alors, pensez-vous que les leaders de la diaspora sont des leaders sur lesquels nous pouvons compter? La question se justifie par le fait que nous apprenons qu'il y a certains qui sont là, ne font que le trouble fait et qui les corrompus, et dont le but est de tout gaspiller chaque fois qu'une initiative est prise. Que pensez-vous du comportement des leaders de la diaspora à ce jour, s'agissant de la question effectivement de la moralisation de la vie politique au niveau de la diaspora? Moi, je ne peux que jurer par moi-même. Je ne connais pas les autres, mais néanmoins, j'ai pris mon téléphone d'appeler, en tout cas, cette élite de la diaspora, région par région. Il faut, puisque les Congolais nous regardent. Au niveau du Nord, il y a cette espèce de conservation du pouvoir. Ils vont traîner les pieds. Ça, c'est clair. Non, en tout cas, je n'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là du contact de la communication. Vous avez quand même, au sud des régions, il faut dire les Bembe et les Petits Laris, c'est quand même un souci pour nous. Il faut qu'ils comprennent à un certain moment qu'on parle comme. J'ai du mal à communiquer. Je ne sais pas. Le Nord, c'est clair. Ils vont traîner les pieds. Ils pensent que le pouvoir, si ça bascule de l'autre côté, ils seront pas à l'aise. C'est pourquoi j'ai proposé cette présidence tournante. Les minorités aussi doivent exercer cette présidence de la République. Il faut que ça tourne. Ça va tourner comment? C'est au niveau des régions. Nous aurons un mandat à peu près de 6 ans. Dans les 6 ans, l'Europe nous a indiqué le chemin. Tous les 6 mois, pour éviter d'ailleurs la corruption, c'est le président de la région du Nord qui sera président de la République. Après, il passe la main. Ainsi de suite, ça tourne. Je pense que ça pourra déjà régler cette affaire de pouvoir et qui tue le Congo. Voilà, c'est une proposition. J'étais clair? Voilà, avez-vous, Monsieur Wabaluku, un mot ou un... Allô? le mot de la fin? Le mot de la fin, bon, je vais m'exprimer en Kikongo et en Lingala. Je voulais dire, Toali, Bissonyos Bana, Yamama Moko, la République du Congo. Fototika Mindoki Wana, Izoko, Bomamboka. Toka Matasengo, Tolona, Bilanga. On a comme le slogan, il y a président Mvuba, na président Sassou, Fani la chaise, Buna, Bazogolova, zéro fin en 2030. Alors, toi, Nani en 2018. Au Kamatima Dongo Dongo, au Lossi, na Katalopango, Yangomoko et Bini. Voilà ce qu'il faut dire aux Congolais. Ce n'est pas la peine de venir leur raconter des histoires, de leur parler que du tribalisme. Hein, les armes, quand on achète des armes, ce n'est pas pour s'asseoir. On va les utiliser à un certain moment. C'est ce qui a donné le 4 mars en 2012. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, c'est parti, le feu est parti comme ça. Et puis, il y a eu des pertes de vie humaines. Bon, ceux-là, c'est malheureux à dire, on a indemnisé quand même les populations de Talanga et indemnisé. Mais quand on va bombarder au sud, on leur donne les raisons, qui va les indemniser? On lui dit que l'ONU est au courant. C'est pourquoi je n'y mets pas tellement ma foi dans cette conférence internationale, parce qu'ils savent ce qui se passe. Nous, vous avez le MES, l'Organisation de la Santé, et puis vous avez quand même le maire de Brazzaville qui vient à Paris pour venir prendre tout ce qui est obsolète et jeter presque à la poubelle. Et c'est ça qui dévalue même nos propres. Nous sommes un pays pétrolier, nous avons la Côte d'Ivoire. Ils ont fait des conférences ici, qu'on appelle aussi, au niveau du marché international, que le cacao a plus de valeur que le pétrole. Oui, nous avons le pétrole. Nous allons prendre quelques barils, les hypothéquer, je me répète, c'est sûr, je suis enseignant sur ça d'ailleurs. Et donc, avec les quelques barils que nous allons hypothéquer,
il y a aussi les Congolais. Il faut redistribuer les revenus. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais vu ni la couleur ni l'odeur du pétrole. Et donc, on mettra en place des allocations, pas de paresse, parce que les paresseux, on les trouve à l'Assemblée nationale, en train de dormir là-bas. Et donc, à ce peuple qui a tout donné, qui a souffert, il faut donc qu'on mette une allocation spécifique pour diversifier l'économie. Je vais plus dans notre chaîne de télévision, parce qu'il faut, c'est la pédagogie, il faut leur dire, pour que ça rentre en fait dans la tête des Congolais. Parce que si vous n'avez que 5 personnes sur 100 qui ont toute l'économie et la finance dans une contrée, il n'y a pas moyen de développer une boulangerie qui vous fabrique 100 pains par jour. Et donc, il faut donner cette allocation. Ici, dans les pays modernes, l'État prélève l'impôt, il le redistribue sous forme de subvention pour certaines entreprises, et puis sous forme d'allocation, c'est pour tirer le levier de l'économie, c'est-à-dire le levier du travail. Il n'y a pas que le capital de le travail, ce qu'on appelle une cotisation sociale. Et donc, dans le prélèvement que nous allons mettre au Congo, ce qu'on appelle le prélèvement obligatoire, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu national, plus les cotisations sociales sur le produit intérieur brut, ce qu'on appelle le prélèvement obligatoire. Donc, il faut toucher les deux leviers. Il faut donner de l'argent aux Congolais. Et ce n'est pas chaque matin aller se mettre à genoux, je ne sais pas quel dignitaire du pouvoir, qui sont devenus d'ailleurs pas des députés. Ils font office de assistants sociaux. Il faut vraiment aller se mettre à genoux pour l'ordonnance. Non, nous allons mettre des statistiques au Congo et puis redistribuer. C'est ça, c'est le rôle de l'État, c'était la économie, distribuer et puis pour développer le Congo. Voilà, nous aurons nos partenaires, en tout cas les fonds monétaires internationaux, qui viennent nous aider parce qu'il y a eu trop de dérapage de l'économie. Et maintenant, puisque nous, à côté, nous n'avons pas d'économie, ils vont ajuster quoi? Ils vont réformer quoi? Et bien, nous, à côté, on va leur proposer le plan que nous voulons faire pour le Congo, donner des revenus, des GDP, des petites industries, des petites moyennes entreprises, mais c'est avec l'argent de la redistribution, par exemple. On ne va pas laisser quand même, c'est du liquide de pouvoir, tout prendre, mettre dans la poche. C'est ça qui tue le Congo. Donc, nous voulons moderniser la vie politique au Congo, économiquement et socialement. C'est-à-dire qu'ils retournent leurs droits. C'est parce qu'on a vu les Pygméens, quand ils viennent, ils habitent à la forêt, et tout le monde a été de festoyer, de danser, on va les mettre au papier. Ça, c'est non. Je pense que le Congolais m'a compris ce soir. Photo Bongsambo Krana, la Kenya. Grand frère de Sassou, Soko Silisi, d'Obama. Mais il y a une vie après la politique. C'est ce que je ne comprends pas chez nous, les Noirs. Après, on va se plaider pour que nous avancions. On a fini. Ce n'est pas la peine de massacrer le président de la République. Moi, il ne faut même pas attendre que j'aurai un flingue pour aller descendre quelqu'un. Ce n'est pas installé dans ma tête, parce que tu tues par l'épée, tu ris par l'épée. Donc la vie est sacrée, il ne faut pas la désacraliser. Nous avons cette frontière, la Méditerranée. Sassou Nguesso parle, nos enfants viennent s'échouer à la Méditerranée, cette mer, la Méditerranée, parce que nous ne savons pas travailler chez nous, on ne crée pas les entreprises, on passe le temps à bavarder avec les locaux qui sont fabriqués par nos frères occidentaux. Mais vous avez quand même une jeunesse. J'ai vu un jeune Congolais, à partir d'un morceau de charbon, qui peut vous créer une électricité d'une autonomie de 2 semaines. C'est ça que nous voulons, c'est cette Afrique que nous voulons. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut remettre la balle au centre. Mokoko, sa place, c'est pas en prison. Il a fait une faute, comme tout le monde. Sassou Lissouba, d'ailleurs, c'est Sassou qui a fait fuir Lissouba, vous le savez. Il a demandé une pause. L'avion français, bimoteur, prêt à décoller à Paris pour venir chercher Lissouba et qu'il aille voir son cousin, M. Bongo. Donc, c'est une affaire familiale et qui se termine par des tragédies au niveau du peuple. Donc, il faut que ça, nous payons de lourds tribut, il faut que cela s'arrête. Vous avez compris? On a fait une pause à Lubomo. Mais entre-temps, quand il est parti, la guerre ne s'est pas arrêtée. C'est ce qu'on appelle dans le terme neutraliser militairement. Il fallait neutraliser les poches de résistance, c'est les tuer. C'est ça le problème, on a tué. C'est pas, ça ne s'est pas arrêté là-bas. On déclare la victoire à Brazzaville. Donc ce n'est pas Mokoko qui a ordonné les 10 jours de pillage et de neutraliser les poches de résistance. Donc c'est pourquoi j'ai dit, celui qui n'a pas fait la faute, qui montre qu'il lève son doigt, et puis comme ça il continue de diriger les pays. Donc M. Mokoko, Denis Sassou Nguesso, moi-même, nous sommes les enfants du Congo. Il faudrait que nous puissions nous asseoir. Nous sommes partout.
hein, de penser Congo. Voilà le message que j'envoie au Congo. Voilà. Merci donc cet éclairage historique à donc valeur de leçon. Merci d'avoir été, Monsieur Adrien. Bon dimanche à vous et à la prochaine occasion, Monsieur